Elle n'était qu'une simple servante, travaillant dans l'ombre du manoir. Mais lorsqu'elle vit ses 2 bébés pleurer sans cesse toutes les nuits, elle découvrit un sombre secret que le baron Auguste de Valois cachait à tous sur le domaine Sainte-Thérèse. Ce qu'elle fit ensuite changea à jamais le destin de cette famille de la vallée de la Loire. Et la vérité qui éclaterait serait plus douloureuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Je paie une fortune par mois, et vous ne parvenez pas à faire cesser les pleurs de 2 bébés. La voix du baron Auguste résonnait dans les murs du manoir comme un coup de tonnerre d'été. C'était la 9e nourrice à demander son transfert pour travailler au champ en seulement 5 mois. Oui, Bénédicte, une femme de 45 ans qui avait allaité 17 enfants de la famille au cours de 23 années de service, tremblait des mains en baissant les yeux devant monsieur le baron. Monsieur le baron, pour l'amour du ciel, je n'ai jamais vu pareille chose dans ce domaine. Ces enfants ne cessent de pleurer même quand la lune disparaît du ciel. C'est comme s'ils étaient sous une malédiction, comme si les esprits des ancêtres avaient laissé quelque chose dans cette maison. Sa voix était un murmure chargé d'une peur authentique, et ses mots firent serrer les poings du baron avec une telle force que ses jointures blanchirent. « Malédiction, esprit !» Auguste eut un rire amer qui sonna comme le cri d'un animal blessé. « Ce sont des enfants de 7 mois, Bénédicte, des bébés normaux qui sont venus au monde comme tous les autres. Il n'y a aucune malédiction dans cette maison, seulement votre incompétence à faire le travail pour lequel vous avez été désigné. » Mais même en parlant avec cette autorité forcée, le baron sentait le poids de l'épuisement dans ses propres os. 5 mois sans une nuit complète de sommeil le transformaient en une ombre de l'homme qui un jour avait commandé 100 ouvriers et produit 50 000 quintaux de blé par récolte. « Alors envoyez-moi au champ, monsieur le baron » implora Bénédicte, et des larmes véritables coulaient sur son visage, marqué par le temps et le soleil. « Je préfère travailler 15 heures sous le soleil à cueillir du blé que de passer une nuit de plus à entendre ces pleurs. Ce ne sont pas des pleurs d'enfants affamés ou souffrants, monsieur. Ce sont des pleurs d'âme en peine, de quelque chose qui ne trouve pas le repos. Ces enfants regardent le plafond comme s'ils voyaient Madame la baronne défunte les appeler. Et les bébés normaux ont un père qui les prend dans ses bras, qui leur chante des berceuses, qui montre qu'ils sont désirés dans ce monde. » Cette dernière phrase coupa Auguste comme la lame affûtée de la faux que ses ouvriers utilisaient pour la récolte. Le baron sentit son visage brûler de rage et de honte mêlée. « Comment osez-vous remettre en question la manière dont j'élève mes héritiers ? Je travaille 18 heures par jour, gérant cette propriété pour m'assurer qu'ils aient un empire de blé quand ils seront grands. Je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Des nourrices, des médecins, le meilleur lait, des vêtements importés des ateliers parisiens. » Sa voix monta de ton, mais il y avait quelque chose de cassant en elle, comme du verre sur le point de se briser. « Tout sauf l'amour paternel, » murmura Bénédicte si bas qu'on l'entendait à peine, mais dans la pièce silencieuse, les mots résonnèrent comme des cloches d'église annonçant un décès. « Qu'avez-vous dit ?» Le baron fit un pas menaçant vers elle, mais Bénédicte ramassait déjà ses affaires avec des mains tremblantes. « Rien, monsieur le baron. J'espère seulement que vous trouverez quelqu'un qui saura apporter la paix à ces enfants innocents, car ils souffrent d'une manière qu'aucun médecin ou prêtre ne pourra guérir. Cela, je le sais parce que je l'ai déjà vu il y a de nombreuses années, quand une mère est partie et a laissé des enfants qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été abandonnés. » Et sans attendre la permission, elle sortit de la pièce, laissant Auguste seul avec le son incessant qui venait du 2e étage du manoir, les pleurs désespérés des jumeaux, François et Antoine. De l'étage supérieur, les cris étaient si perçants qu'ils faisaient vibrer légèrement les cristaux des luminaires. Auguste monta les escaliers en acajou avec des pas qui semblaient porter le poids de chaînes invisibles. À travers la porte entr'ouverte de la chambre des garçons, il pouvait voir les 2 berceaux en acajou massif, tangués avec l'agonie des bébés. François avait le petit visage rouge comme un coquelicot, les petits poings frappant l'air, le corps arqué par l'effort. Antoine faisait exactement la même chose, comme si les 2 étaient des marionnettes contrôlées par la même main cruelle du destin. « Rose !» Le baron cria, et la gouvernante apparut immédiatement. Comme toujours. C'était une femme libre,
fille de modestes Portugais, arrivée en France toute jeune et qui travaillait pour la famille de Valois depuis 32 ans. C'était la seule personne sur le domaine qui osait regarder directement le baron dans les yeux lorsqu'elle lui parlait. « Oui, monsieur le baron !» Sa voix était ferme, mais ses yeux révélaient l'inquiétude qui la consumait jour et nuit, depuis que les garçons étaient nés cette nuit maudite de juin. « J'ai besoin d'une autre nourrice immédiatement. Envoyez Jean le contremaître en ville demain à l'aube, qu'il cherche dans les domaines voisins, qu'il offre le double du paiement habituel. Je ne me soucie pas du coût. J'ai juste besoin de quelqu'un pour faire cesser les pleurs de ces garçons avant que je ne devienne complètement fou. » Il y avait un désespoir réel dans sa voix, quelque chose que Rose n'avait jamais entendu en 3 décennies de service. La gouvernante baissa les yeux mal à l'aise. « Monsieur le baron, Jean le contremaître a déjà essayé hier. Après que Bénédicte ait annoncé qu'elle ne tiendrait plus un jour, il a cherché dans 5 domaines différents. Aucune famille ne veut envoyer ses nourrices ici. Elles disent que les femmes reviennent traumatisées par des cauchemars, refusant de parler de ce qu'elles ont vu dans cette maison. Certaines ont même demandé à travailler dans les champs les plus pénibles, juste pour ne pas avoir à revenir ici. » La révélation tomba sur Auguste comme un sac de blé dégringolant d'une charrette. « Comment ça, elle refuse? Je suis le plus grand producteur de blé de la région. Ma parole vaut loi sur ces terres. » Mais même en protestant, Auguste savait qu'il se mentait à lui-même. En 5 mois, il avait essayé tout ce que son argent et son influence pouvaient acheter. Des nourrices expérimentées, des sages-femmes avec des décennies de métier, même une guérisseuse réputée qui avait exigé une fortune en or pour faire d'étranges rituels qui n'avaient servi à rien. Les bébés continuaient de pleurer avec une intensité qui semblait impossible pour de si petites créatures. Il était 4 heures de l'après-midi d'un jeudi étouffant de novembre, et il pleurait depuis 10 heures du matin sans interruption. La veille au soir, ils avaient commencé à 9 heures, et n'avaient cessé qu'à 7 heures du matin, quand Bénédicte avait finalement réussi à les faire dormir par épuisement pendant seulement 20 minutes. « Il y a une servante des quartiers du personnel qui veut vous parler des garçons, » dit Rose hésitante, craignant presque la réaction à venir. Elle a entendu que Bénédicte était partie et a demandé la permission de monter au manoir. Elle a dit qu'elle avait de l'expérience avec les enfants qui pleurent beaucoup. La gouvernante s'attendait à ce que le baron explose de rage en voyant son autorité remise en question par une servante, mais au lieu de cela, il passa simplement les mains dans ses cheveux ébouriffés. « Rose, le manoir a déjà toutes les servantes domestiques nécessaires. J'ai besoin d'une nourrice, pas de quelqu'un d'autre pour nettoyer le sol ou laver le linge. » Mais sa voix était fatiguée, sans sa force habituelle de commandement. « Je sais, monsieur le baron, mais elle a beaucoup insisté et vu la situation... » Les cris venant de l'étage augmentèrent de volume, comme si les bébés pouvaient sentir qu'on parlait d'eux et voulaient exprimer leur indignation. Auguste sentit quelque chose se briser en lui, comme un barrage qui se fissure sous une pression excessive. « D'accord, qu'elle monte, mais qu'elle ne me fasse pas perdre de temps avec des conversations inutiles. » Il ne savait même pas pourquoi il acceptait. Peut-être était-ce le désespoir, peut-être l'épuisement, ou peut-être quelque chose de plus profond. Une voix murmurant qu'il n'avait plus rien à perdre. Catherine monta les escaliers du manoir, le cœur battant fort, mais sans peur dans ses yeux sombres, qui avaient vu bien trop de choses en ses 26 années de vie. Elle portait la simple robe en coton brut que toutes les servantes domestiques portaient, mais il y avait une dignité étrange dans sa façon de marcher, comme si elle portait une mission divine. Quand elle entra dans le salon où le baron l'attendait, elle ne baissa pas les yeux immédiatement, comme les autres l'auraient fait. « Bonjour, monsieur le baron, mon nom est Catherine. » Elle ne tendit pas la main. Elle savait que cela transgressive des limites impardonnables, mais sa voix était claire et ferme, sans le tremblement que la plupart des serviteurs portaient en parlant à leur maître. « Catherine, je vais être direct car je n'ai ni le temps ni la patience pour les circonvolutions. Je n'ai pas besoin de plus de servantes domestiques. J'ai besoin de quelqu'un pour faire cesser les pleurs de mes enfants. Et jusqu'à présent, même des femmes avec 30 ans d'expérience n'y sont pas parvenues.
Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez faire la différence ?» Auguste l'étudia d'un œil critique. Elle était plus jeune que les autres nourrices, et il y avait quelque chose en elle. Peut-être la façon dont elle se tenait droite, ou la manière dont ses yeux intelligents ne se détournaient pas des siens, ce qui le mettait mal à l'aise. « J'ai entendu les garçons depuis les habitations du personnel, monsieur le baron. Cela doit être très difficile pour tout le monde au manoir de supporter cette souffrance. » Elle choisit ses mots avec soin, testant jusqu'où elle pouvait aller sans éveiller la colère connue du baron. « Difficile ?» Auguste faillit crier. « Vous n'avez aucune idée de ce qui est difficile. Je ne dors pas correctement depuis 5 mois. J'ai perdu 3 contrats d'exportation importants parce que je ressemblais à un fou lors des négociations. 9 nourrices ont déjà abandonné. Des médecins de la capitale sont venus par le train et n'ont rien trouvé d'anormal. Mes enfants pleurent comme s'ils étaient brûlés vifs, mais il n'y a aucune marque sur leur corps. » Le désespoir dans sa voix était palpable. Et pour la première fois, Catherine vit non pas le redoutable baron Auguste de Valois, mais un père brisé, et condit les médecins sur la cause. Elle garda sa voix calme et douce, comme si elle apaisait un animal effrayé. Qu'il n'y a rien de physiquement anormal chez eux. Examen complet, santé parfaite pour des bébés nés avant terme, mais ils pleurent comme si des démons invisibles les tourmentaient. Auguste laissa échapper un soupir qui semblait porter 5 mois d'agonie accumulée. « Puis-je monter voir les garçons ?» La question fut posée avec tant de soin qu'elle ressemblait plus à une demande de permission pour entrer dans une église. « Pourquoi ? Vous n'êtes pas une nourrice, vous n'avez pas d'expérience officielle. » Mais même en questionnant, Auguste ressentait une étrange curiosité. Il y avait quelque chose chez cette femme qui était différente des autres. « Je ne suis pas une nourrice formée, monsieur le baron, mais j'ai déjà pris soin d'un bébé qui pleurait de manière similaire. Quand j'avais 16 ans, une dame du domaine voisin est morte de la fièvre jaune et a laissé un garçon de 3 mois. J'ai été désigné pour m'occuper de lui, et il pleurait exactement comme ça, comme si le monde était fini et que personne ne pouvait le consoler. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Catherine parlait qui fit cesser Auguste de protester. Ce n'était pas seulement de la sympathie, mais une compréhension profonde de la douleur qui ne vient que de ceux qui l'ont déjà expérimentée. « D'accord, mais juste pour voir. Je ne veux ni fausses promesses, ni espoir vain. » Il se leva et commença à monter les escaliers, et Catherine le suivit en silence. Le son des pleurs devenait plus fort à chaque marche, remplissant le couloir du 2e étage d'une tristesse si profonde qu'elle semblait avoir une substance physique. La chambre des jumeaux était un paradoxe troublant. Des meubles très chers, importés d'Europe, du papier peint français aux motifs délicats, des jouets en bois noble sculptés à la main, des rideaux de soie qui filtraient la lumière de l'après-midi, créant une ambiance douce. Et au centre de toute cette opulence, 2 bébés minuscules pleuraient comme s'ils étaient déchirés de l'intérieur. Catherine entra lentement dans la chambre, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le tapis persan. François avait le visage inondé de larmes, les bras maigres tendus vers le haut, comme s'il suppliait que quelqu'un le prenne. Antoine se tordait dans son berceau, comme si quelque chose d'invisible le blessait, la petite bouche ouverte dans un cri qui semblait trop grand pour un si petit corps. « Depuis combien de temps sont-ils ainsi aujourd'hui ?» demanda Catherine. Mais ses yeux ne quittaient pas les bébés. Elle les étudiait avec une intensité presque médicale, observant chaque détail, la direction des regards, les mouvements, la façon dont les corps se contorsionnaient. Depuis 10 heures du matin et hier soir, c'était de 9 heures du soir à 7 heures du matin. Le médecin a dit qu'il est impossible que des enfants si petits aient l'énergie de pleurer aussi longtemps, mais voici la preuve qu'il avait tort. Il y avait de l'amertume dans la voix d'Auguste, l'amertume d'un homme qui avait dépensé des fortunes en spécialistes qui n'avaient rien pu résoudre. Catherine resta silencieuse de longues minutes, observant simplement. Elle n'essaya pas de prendre les bébés, ne fit pas de petits bruits pour les distraire, n'offrit pas de tétines ou de jouets. Elle resta juste là, immobile comme une statue, les yeux fixés sur les garçons. Et puis,
Elle vit un détail que toutes les autres nourrices avaient manqué, parce qu'elles étaient trop occupées à essayer de faire cesser les pleurs des bébés. « Monsieur le baron !» dit-elle finalement, se tournant pour le regarder avec une expression mêlant tristesse et compréhension. « Puis-je poser une question à laquelle vous ne voudrez peut-être pas répondre ?» Il y avait un respect prudent dans la façon dont elle s'adressait à lui, mais aussi une fermeté qui suggérait que la question serait posée de toute façon. « Parlez vite, je n'ai pas de patience pour les circonvolutions. » Mais Auguste sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme s'il savait que ce qui allait suivre changerait tout. « Et quelle fréquence prenez-vous vos enfants dans vos bras ?» La question fut comme un éclair dans un ciel serein, simple, direct, mais chargé d'une accusation implicite qui fit rougir le visage d'Auguste. La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Auguste sentit le sang monter à son visage, ses mains se serrant involontairement en poing. « Écoutez-moi, Catherine, je ne sais pas qui vous pensez être pour me questionner sur la façon dont j'élève mes héritiers. Je suis le baron de ce domaine, maître de 200 personnes et 1000 hectares de terre. Je n'ai pas besoin de leçons d'une servante sur la paternité. » La voix sortit plus forte qu'il ne le voulait, résonnant dans les murs de la chambre, mais Catherine ne recula pas et ne baissa pas les yeux, comme toutes les autres l'auraient fait. Au lieu de cela, elle maintint son regard fixé sur lui avec une expression qui n'était pas provocatrice, mais profondément compréhensive. « Je ne donne pas de leçons, monsieur le baron. J'essaie simplement de comprendre pourquoi vos enfants pleurent de cette façon. Parce que ce n'est pas un cri de faim, ce n'est pas un cri de douleur physique, c'est un cri d'abandon. » Le dernier mot tomba comme une pierre dans un puits sans fond. « Abandon ? Comment osez-vous ? Ils ont tout ce dont ils ont besoin, nourriture, vêtements, médecins, un toit au-dessus de leur tête qui vaut plus que vous n'en verrez jamais dans votre vie. » Auguste criait maintenant, mais il y avait quelque chose de cassant dans sa voix, comme si les mots étaient des défenses fragiles contre une vérité qu'il ne voulait pas affronter. « Tout sauf le père », dit Catherine doucement, et cette fois ce fut elle qui détourna le regard, le ramenant vers les bébés qui continuaient de pleurer. Les bébés ressentent tout, monsieur le baron. Ils ressentent la colère, la tristesse, la solitude, le rejet. Même sans comprendre les mots, ils absorbent les émotions des adultes autour d'eux, comme la terre sèche absorbe la pluie. Et ces garçons sentent que quelqu'un de très important devrait être là pour les aimer, mais ne l'est pas. Elle marcha jusqu'au berceau de François et passa doucement sa main dans l'air au-dessus de lui, sans le toucher, comme si elle pouvait sentir quelque chose d'invisible émanant du bébé. Auguste cessa de crier. Sa respiration était lourde, son cœur battait la chamade, mais pour la première fois en 5 mois, quelque chose d'autre que la rage et l'épuisement commença à pénétrer l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. C'est un discours de guérisseuse, une superstition sans fondement, mais sa voix était faible, sans conviction. Peut-être que oui, acquiesça Catherine. Mais le bébé dont je me suis occupé quand j'avais 16 ans a cessé de pleurer quand j'ai appris à rester calme près de lui, quand j'ai cessé de le regarder avec colère d'avoir perdu ma maîtresse, qui était bonne pour moi, quand j'ai compris qu'il n'était pas coupable d'être né et qu'il avait besoin d'amour, pas de ressentiment. Elle se tourna pour faire face à Auguste de nouveau. « Monsieur le baron, puis-je faire une observation sur la chambre ?»« Quelle observation ?» Il était fatigué de résister, fatigué de lutter contre des vérités qui martelaient sa conscience, comme les cloches de la chapelle le dimanche. « Remarquez où les garçons regardent quand ils pleurent. » Catherine désigna discrètement. François avait le petit visage tourné vers le mur du côté gauche de la chambre. Antoine faisait exactement la même chose, comme s'il y avait quelque chose sur ce mur qui les appelait, qui les fascinait, qu'ils devaient atteindre. Auguste observa pendant quelques secondes et sentit un frisson lui parcourir l'échine, malgré la chaleur de novembre. Ils regardent le mur et alors, les bébés regardent toutes sortes de choses sans signification. Mais il savait qu'il mentait. Ce mur divisait la chambre des garçons de la chambre principale du manoir, la chambre où Marianne avait dormi.
où elle avait rêvé des enfants qu'elle portait, où elle avait planifié chaque détail de la maternité qu'elle ne vivrait jamais. Ils ne regardent pas le mur, monsieur le baron. Ils regardent à travers lui vers la chambre d'à côté. Catherine parla avec tant de soin que les mots semblaient des cristaux fragiles. « La chambre de madame la baronne !» dit Rose depuis la porte, où elle était restée à observer toute la scène en silence. Sa voix était étranglée, et il y avait des larmes dans ses yeux. Mon Dieu, ils appellent à leur mère. Ils sentent qu'elle devrait être ici, mais elle ne l'est pas. Oh, ils ne comprennent pas pourquoi. La révélation de la gouvernante fit Auguste reculer d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. C'est impossible. Des bébés de 7 mois n'ont pas une conscience spatiale suffisante pour savoir où quelqu'un devrait être. Mais même en argumentant, Auguste sentait la vérité percer ses défenses, comme des épines traversant le tissu. Eux, ils ne savent pas où sont les gens, corrigea Catherine gentiment, mais ils savent où ils devraient être. Ils ressentent l'absence comme nous ressentons le froid ou la faim, quelque chose de fondamental qui manque et qui cause de la douleur. Elle s'approcha du baron, mais en gardant la distance respectueuse que sa condition exigeait. « Monsieur le baron, je dois vous demander une chose de plus, et je sais que cela fera mal, mais c'est nécessaire si nous voulons aider François et Antoine. » Auguste ferma les yeux, sentant le poids de 5 mois de déni s'effondrer sur lui. « Demandez vite. Vous blâmez vos enfants pour la mort de madame la baronne ?» La question fut posée avec tant de compassion qu'elle ne sonna pas comme une accusation, mais comme une invitation à la confession. Le silence qui suivit fut si profond que même les bébés cessèrent de pleurer pendant quelques secondes, comme si même eux ressentaient la magnitude du moment. Auguste ouvrit les yeux et vit Catherine et Rose, le regardant avec des expressions de pitié mêlées d'espoir. Et pour la première fois en 5 mois, les mots qu'il avait enfermés au fond de son âme commencèrent à sortir. « Oui, » murmura-t-il. Et l'aveu fut comme arracher une flèche profondément enfoncée. Oui, je les blâme. Marianne allait parfaitement bien jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle avait peur. Elle disait qu'elle sentait que quelque chose de mauvais allait arriver, mais j'ai insisté. J'ai dit qu'elle était dramatique, que les femmes ont des enfants tous les jours sans problème. Et maintenant elle est morte, enterrée dans la chapelle du domaine. Et ces deux-là, il désigna les berceaux, la voix brisée. Ces deux-là sont vivants à sa place. C'est comme s'ils avaient volé la vie de leur mère pour exister. Catherine fit un pas de plus, risquant la punition pour avoir outrepassé les limites. « Monsieur le baron, puis-je vous raconter quelque chose sur moi? Quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne sur ce domaine ?» Quand il se contenta de hocher la tête, trop épuisé pour parler, elle continua. Quand j'avais 12 ans, ma mère est morte en donnant naissance à ma sœur. J'ai passé 2 ans à haïr ce bébé, la traitant avec froideur, la blâmant d'avoir pris ma mère, jusqu'au jour où ma petite sœur est tombée malade de fièvre et a failli mourir. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle n'avait tué personne. Elle était juste le résultat de l'amour que mes parents avaient l'un pour l'autre, et que ma mère aurait choisi de lui donner la vie, même en connaissant les risques. Auguste regarda Catherine avec des yeux nouveaux, voyant pour la première fois non pas une servante, mais une femme qui avait porté des douleurs similaires aux siennes. Mais Marianne est morte à cause d'eux. Si elle n'était pas tombée enceinte, elle serait encore vivante à mes côtés. Ou non, monsieur le baron, personne ne connaît les desseins de Dieu, mais je peux vous garantir une chose. Madame la baronne ne blâmerait pas ses enfants. Les mères ne blâment jamais. Catherine revint au berceau de François, qui avait recommencé à pleurer, mais cette fois plus doucement, comme s'il était fatigué de lutter. « Rose, puis-je vous poser une question ?» La gouvernante s'approcha, essuyant ses larmes avec sa manche. « Oui, Catherine. Comment madame la baronne était-elle pendant sa grossesse? Voulait-elle les bébés ?» La question fit sourire Rose à travers ses larmes. Oui, elle le voulait. Elle était radieuse, même avec la peur. Elle passait des heures à parler à son ventre, à chanter des berceuses, à broder de minuscules vêtements. Au cours des 2 derniers mois, quand le médecin lui a ordonné de rester au repos, elle a fait quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne.
Rose regarda Auguste avec hésitation. « Monsieur le baron, il y a quelque chose que madame la baronne m'a demandé de garder. Elle a dit que je ne devais le remettre que lorsque vous seriez prêt à le recevoir. Je crois que ce moment est arrivé. » Auguste sentit son cœur s'emballer. Quelle chose! Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit auparavant? Il y avait une accusation dans sa voix, mais aussi un espoir désespéré. Parce que madame Marianne m'a fait promettre d'attendre que vous puissiez regarder les garçons sans haine dans les yeux. Et jusqu'à aujourd'hui, monsieur le baron, pardonnez-moi de le dire, mais vous regardiez François et Antoine comme s'ils étaient des ennemis, pas vos fils. La vérité crue des mots de Rose fit vaciller Auguste. « Qu'a-t-elle laissé ?» demanda-t-il la voix rauque. « Des lettres, 36 lettres au total, une pour chaque année de vie des garçons jusqu'à leurs 18 ans. Elle les a écrites pendant les 3 derniers mois de sa grossesse, quand elle savait qu'elle risquait de ne pas survivre. Elle écrivait la nuit, quand vous étiez au bureau, à vous occuper des affaires, épanchant son cœur en mots qu'elle voulait que ses enfants connaissent en grandissant. » Rose sortit une clé de la poche de son tablier. « Elles sont gardées dans sa chambre que vous avez fermée à clé et où vous avez interdit à quiconque d'entrer. » Auguste regarda cette clé comme si c'était un serpent venimeux. « Je ne peux pas entrer dans cette chambre. Tout là-dedans me rappelle elle. Son parfum, ses vêtements, le lit où nous dormions ensemble, ce serait comme mourir de nouveau. Non, ou comme vous permettre de vivre de nouveau, dit Catherine doucement. Monsieur le baron, vos enfants ne cesseront pas de pleurer tant que vous n'affronterez pas la vérité. Et la vérité est dans cette chambre, dans les mots que madame la baronne a laissés. Elle savait que vous pourriez blâmer les garçons et a laissé quelque chose pour vous aider à comprendre. Les bébés pleuraient plus fort maintenant, comme s'ils sentaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Auguste les regarda. Il les regarda vraiment pour la première fois en 5 mois. Il ne vit pas les assassins de sa femme, mais 2 enfants minuscules et sans défense, qui étaient nés dans une maison pleine de douleur et de rejet. Il vit leurs petits yeux gonflés par les pleurs, leurs petits corps épuisés, leurs petits bras qui se tendaient vers le vide, demandant quelque chose qu'il n'avait jamais reçu, et quelque chose en lui commença à se fissurer comme de la glace fondant sous le soleil de midi. « Emmenez-moi là-bas, dit-il finalement. Mais si je ne parviens pas à entrer, n'insistez pas. » Les 3 adultes sortirent de la chambre des bébés et marchèrent dans le couloir silencieux jusqu'à la porte de la chambre principale. Elle était verrouillée depuis 5 mois, depuis le jour où Auguste était revenu des funérailles et avait ordonné à personne d'y entrer de nouveau. Rose inséra la clé dans la serrure avec des mains tremblantes et la porte s'ouvrit avec un grincement qui sonna comme une lamentation. La chambre était exactement comme Marianne l'avait laissée. Le lit, fait avec le couvre-lit brodé qu'elle avait elle-même confectionné, ses robes dans le placard entrouvert, les livres qu'elle lisait avant de dormir sur la table de chevet, le crucifix en argent que sa grand-mère lui avait donné accroché au mur et imprégnant tout, le doux parfum de jasmin que Marianne adorait, persistant dans l'air même après 5 mois de fermeture. Auguste fit 2 pas à l'intérieur et s'arrêta, incapable de continuer. Je peux sentir sa présence. C'est comme si elle était encore là, attendant que je rentre des champs. Sa voix était brisée. Des larmes coulaient enfin sur son visage, qui était resté sec même aux funérailles. Rose alla jusqu'à l'armoire et ouvrit un tiroir secret au fond. De là, elle sortit une boîte en bois précieux, décorée de sculptures délicates de fleurs et d'oiseaux. « Les lettres sont ici. Madame Marianne m'a donné la boîte 2 semaines avant l'accouchement et m'a dit « Rose, s'il m'arrive quelque chose, attendez qu'Auguste soit prêt. Il blâmera les bébés au début, parce que ça fait trop mal de perdre ceux que nous aimons. Mais quand il sera prêt à écouter, donnez-lui ceci. Ce sont mes derniers mots pour notre famille. » Auguste prit la boîte avec des mains qui tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. À l'intérieur, il y avait des dizaines d'enveloppes, chacune numérotée et datée. La première disait « Pour François et Antoine, première année de vie. À ouvrir quand ils auront besoin de savoir combien ils ont été aimés avant même de naître. » La délicate écriture de Marianne fit se briser quelque chose définitivement dans la poitrine d'Auguste.
Puis-je lire » demanda-t-il à personne en particulier, peut-être à la mémoire de sa femme. « Oui, monsieur le baron, c'est pour cela qu'elles existent, » dit Rose gentiment. Avec des doigts tremblants, Auguste ouvrit l'enveloppe et en retira 3 pages écrites de la main qu'il connaissait si bien. Il commença à lire à voix haute, et à chaque mot, il sentait des morceaux de lui-même qui étaient bords avec Marianne commencer à battre à nouveau. « Mes amours, François et Antoine, si vous entendez cette lettre, cela signifie que je n'ai pas pu rester pour vous voir grandir, pour vous apprendre les premiers mots, pour guérir les premières blessures. Mon cœur se brise, rien qu'à imaginer ne pas être présente. Mais sachez que chaque seconde de votre existence en moi fut l'époque la plus bénie de ma vie. Votre père est peut-être dévasté maintenant. Je connais Auguste. Il est fort, déterminé, capable de déplacer des montagnes, mais il ressent aussi tout avec une intensité qui parfois l'effraie. Si je pars, il doit vous blâmer, pensant que votre existence a coûté ma vie. Mais je dois vous dire la vérité. Je vous ai choisi. Quand le médecin m'a dit que la grossesse était risquée, que je pourrais ne pas survivre, j'ai eu l'option de ne pas continuer. Auguste ne l'a jamais su. Il m'aurait forcé à abandonner pour me protéger. Mais j'ai choisi de vous donner la vie parce que je vous aimais déjà plus que ma propre existence, et je ferai le même choix 1000 fois dans 1000 vies différentes. » Auguste s'arrêta de lire, les larmes l'empêchant de voir les mots. Catherine, qui était restée respectueusement près de la porte, fit un pas en avant. « Continuez, monsieur le baron. » Elle a plus à dire. Respirant profondément, Auguste poursuivit. « Ne blâmez pas votre père, s'il tarde à vous aimer comme vous le méritez. Il m'aimait avec une force que peu d'hommes sont capables de ressentir, et me perdre le détruira temporairement. Mais je sais qu'en lui existe un père merveilleux qui attend de naître. Ayez patience, prenez soin l'un de l'autre, et quand vous serez grand, dites à votre père que je ne blâme personne pour ma mort, ni lui de m'avoir convaincu d'avoir des enfants, ni vous d'être né. Ce fut le juste prix pour amener 2 âmes si précieuses au monde. Vivez avec joie, mes amours, soyez doux, soyez courageux, et sachez que du ciel, je veillerai toujours sur vous, fier de chacun de vos pas, avec tout mon amour éternel, maman Marianne. » Le silence qui suivit fut sacré. 3 personnes pleuraient dans la chambre, Auguste, Rose et Catherine. Elles pleuraient pour la femme qui était partie, pour les bébés qui ne connaîtraient jamais leur mère, pour la douleur qui aurait pu être évitée si l'orgueil n'avait pas empêché la vérité d'émerger plus tôt. « Elle ne me blâme pas, » murmura Auguste, comme s'il ne pouvait pas y croire. « Après tout, elle ne me blâme pas. »« Elle n'a jamais blâmé monsieur le baron, » confirma Rose. « Madame Marianne m'a dit lors de notre dernière conversation, un jour avant l'accouchement. Rose, si je ne reviens pas, dites à Auguste qu'il m'a donné les années les plus heureuses que n'importe quelle femme puisse avoir et que nos enfants sont le plus grand cadeau que je puisse lui laisser. » Auguste serra la boîte contre sa poitrine, comme si c'était Marianne elle-même. « Mes fils, dit-il, et cette fois les mots ne sortaient pas chargés d'amertume, mais d'une compréhension douloureuse et nécessaire. Ils n'ont tué personne. Ils sont ce qui reste d'elle dans ce monde. Ils le sont, monsieur le baron, et ils ont désespérément besoin que vous les acceptiez, que vous les aimiez, que vous soyez le père que madame la baronne savait que vous pouviez être, » dit Catherine avec fermeté, sentant que le moment de la transformation était arrivé. Auguste regarda autour de la chambre, ne voyant plus un mausolée de douleur, mais un lieu plein de souvenirs d'amour. « Je veux essayer, » dit-il, la voix encore tremblante mais pleine de détermination. « Je ne sais pas comment être un père pour eux après 5 mois de rejet, mais je veux essayer. »« Alors, allons-y maintenant, » dit Catherine, souriant à travers ses larmes. « Allons dans la chambre des garçons et vous les prendrez dans vos bras. Vous sentirez leur chaleur, vous regarderez dans leurs yeux et vous commencerez à construire le pont qui aurait dû exister depuis le premier jour. » Les 3 sortirent de la chambre, laissant la porte ouverte, un symbole que le passé n'avait plus besoin d'être enfermé. Quand ils arrivèrent dans la chambre des bébés, ils trouvèrent François et Antoine encore en pleurs. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air,
comme si même eux pouvaient sentir qu'un changement fondamental était en train de se produire. Catherine s'approcha du berceau de François et le prit avec soin. Le bébé continua de pleurer, mais quand elle l'amena à Auguste et le lui tendit, quelque chose de magique se produisit. Auguste prit son fils dans ses bras pour la première fois avec l'intention de le sentir réellement, pas seulement d'accomplir une obligation. François était si petit, si fragile, si complètement dépendant. Et au moment où il sentit la chaleur de son père, le bébé cessa complètement de pleurer. Le silence fut si soudain et complet que les trois adultes retinrent leur souffle. François ouvrit ses petits yeux sombres, les mêmes yeux que Marianne, et regarda son père avec une curiosité enfantine et pure. Et pour la première fois en 5 mois, le bébé sourit. « Mon Dieu !» murmura Auguste, les larmes coulant librement. Maintenant, il a cessé. Il a vraiment cessé de pleurer. Il y avait de l'émerveillement dans sa voix, comme s'il avait assisté à un miracle. Parce que c'est ce dont il avait besoin depuis toujours, dit Catherine, la voix elle-même étranglée. L'amour du père, le toucher qui dit « Tu es désiré, tu es important, tu as de la valeur ». Antoine, voyant son frère tranquille dans les bras de son père, diminua également ses pleurs. Il tendit ses petits bras vers le haut, demandant la même attention. Avec l'aide de Rose, Auguste réussit à accueillir les 2 bébés dans ses bras et, pour la première fois de sa vie, tenait ses 2 fils en même temps. Les jumeaux se calmèrent complètement, se blottissant contre la poitrine de leur père, comme s'ils avaient enfin trouvé l'endroit où ils auraient toujours dû être. Et à ce moment, sous la lumière dorée de la fin d'après-midi, entrant par les fenêtres du manoir du domaine Sainte-Thérèse, une famille commença à guérir. Si cette histoire touche votre cœur, laissez-nous en commentaire quel a été le moment qui vous a le plus ému. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre parler des secondes chances et du pouvoir du pardon, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Les Secrets Oubliés pour plus d'histoires qui révèlent des vérités oubliées sur l'amour, la perte et la rédemption. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette après-midi transformatrice et le domaine Sainte-Thérèse semblait un lieu complètement différent. Le silence des nuits n'était plus interrompu par des pleurs désespérés, mais par les sons normaux des bébés. Un petit gémissement occasionnel de faim, un cri d'inconfort qui était rapidement pris en charge. Mais le changement le plus profond n'était pas chez les bébés, il était chez l'homme qui descendait maintenant les escaliers du manoir chaque matin, en portant 2 petits garçons dans ses bras. Auguste s'était transformé de manière qu'il n'aurait lui-même jamais cru possible. L'homme qui passait auparavant 18 heures au bureau à s'occuper des affaires, déléguait maintenant des tâches à ses régisseurs et passait des heures dans la chambre de ses fils. Il apprit à changer les couches, quelque chose qu'aucun baron de sa classe sociale ne faisait, car il insistait pour participer à chaque aspect de la vie de François et Antoine. Il apprit à préparer les biberons à la température exacte, à identifier chaque type de pleurs, à chanter les mêmes berceuses que Marianne avait chantées pendant sa grossesse. Catherine était devenue une partie essentielle de cette transformation. Auguste la libéra de sa servitude la 2e semaine, lui offrant un acte d'émancipation et un salaire généreux pour rester comme nourrice officielle des garçons. « Vous avez sauvé ma famille !» lui avait-il dit en lui remettant les papiers de sa liberté. « Comment pourrais-je vous garder enchaîné après cela ?» Catherine accepta de rester non pas pour l'argent, mais parce qu'elle s'était attachée à ses 2 bébés et voulait les voir grandir en bonne santé et aimés. Mais tout n'était pas parfait. Auguste portait encore de la culpabilité, non plus pour ses fils, mais pour avoir gaspillé 5 mois précieux qu'il ne récupérerait jamais. « Ils me pardonneront ?» demandait-il à Catherine, les nuits où l'insomnie le visitait. « Quand ils seront grands et sauront que j'ai passé des mois à les rejeter, pourront-ils me pardonner ?» Et Catherine répondait toujours avec la même sagesse. « Les enfants pardonnent tout, monsieur Auguste. Ce qui importe, ce n'est pas comment cela a commencé, mais comment cela continue. » La véritable preuve de cette transformation viendrait un après-midi de juin, exactement 1 an après la mort de Marianne. Auguste avait évité de penser à cette date pendant des semaines,
craignant que la douleur ne revienne avec toute sa force et ne détruise tous les progrès qu'il avait faits. Mais Catherine et Rose avaient d'autres plans. « Monsieur Auguste », dit Catherine ce matin-là, le trouvant dans son bureau, où il tentait de se distraire avec des livres de comptabilité. « Les garçons ont 1 an aujourd'hui, et c'est aussi 1 an que Madame la Baronne est partie. Je pense que nous devons faire quelque chose de spécial, quelque chose qui honore à la fois sa vie et la leur. » Il y avait une détermination douce dans sa voix qu'Auguste avait appris à respecter. « Que suggérez-vous » Il ferma le livre, sachant qu'il ne parviendrait pas à se concentrer même s'il essayait. « Je veux que vous emmeniez François et Antoine à la chapelle. Je veux qu'ils rencontrent leur mère, même si ce n'est qu'à travers des mots et des souvenirs. Et je veux que vous fassiez vos adieux pour de bon, non pas avec colère ou culpabilité, mais avec gratitude pour le temps que vous avez passé ensemble. » La suggestion fit se tordre l'estomac d'Auguste, mais il savait qu'elle avait raison. À 4 heures de l'après-midi, sous un ciel nuageux qui menaçait la pluie, Auguste marcha sur le sentier qui menait à la chapelle du domaine, portant ses 2 fils. Catherine et Rose l'accompagnaient dans un silence respectueux. La chapelle était petite, mais magnifiquement construite en pierre, avec des vitraux que ses grands-parents avaient importés du Portugal. 3 générations de la famille de Valois y étaient enterrées. La tombe de Marianne se trouvait sous un amandier, marqué par une pierre tombale de marbre blanc où était gravé « Baronne Marianne de Valois, 1847-1875, épouse et mère aimée qui est partie en donnant la vie. » Auguste avait choisi ces mots dans un moment de lucidité pendant les funérailles, mais ce n'est que maintenant qu'il en comprenait vraiment le sens. Il s'agenouilla dans l'herbe avec difficulté, tenant toujours les bébés. François et Antoine regardaient autour d'eux avec une curiosité enfantine, sans comprendre la gravité du moment. « Marianne, » commença Auguste, et sa voix trembla, mais ne se brisa pas. « J'ai amené nos enfants pour qu'ils te rencontrent. Ils ont 1 an aujourd'hui, 1 an que tu n'as pas pu voir, mais que je suis sûr que tu as suivi de là où tu es. » Il prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Je t'ai demandé pardon 1000 fois cette année, mon amour. Pardon d'avoir insisté pour que nous ayons des enfants quand tu avais peur. Pardon de ne pas avoir prêté plus d'attention à tes préoccupations pendant la grossesse. Pardon d'avoir blâmé nos garçons pour ton départ. Mais aujourd'hui, je viens te remercier. » Les mots sortirent plus fermes, maintenant. « Te remercier de m'avoir donné 8 ans de bonheur complet. Te remercier d'avoir laissé 2 parties de toi dans ce monde. Et te remercier de m'avoir tellement aimé que tu as écrit ces lettres, sachant que j'aurais besoin d'orientation quand tu ne serais plus là. » François commença à faire de petits bruits, et Auguste regarda son fils. « C'est François, notre aîné. Il a tes yeux, Marianne, ces yeux sombres, qui m'ont fait tomber amoureux la première fois que je t'ai vu. Et il a aussi ton sourire, ce sourire qui illumine tout autour. » Il se tourna vers l'autre bébé, et voici Antoine, qui est né 3 minutes après son frère. Il a mon tempérament têtu, mais ta gentillesse. Hier, il a partagé son jouet préféré avec François sans que personne ne le lui demande. J'ai appris cela de toi, j'en suis sûr. Les nuages s'ouvrirent et une pluie fine commença à tomber, mais personne ne bougea. Auguste resta agenouillé, laissant l'eau mouiller son visage mêlé à ses larmes. « Je te promets, mon amour, que je les élèverai comme tu le voulais. Je leur apprendrai à être des hommes bons, justes, compatissants. Je leur raconterai des histoires sur toi tous les jours pour qu'ils n'oublient jamais qui était leur mère. Et je lirai ces lettres que tu as laissées, une à chaque anniversaire, pour que ta voix continue de les guider, même en ton absence. » À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. François, qui n'avait pas encore fait ses premiers pas, se contorsionna dans les bras de son père, voulant descendre. Auguste le posa délicatement au sol, et le bébé rampa jusqu'à la pierre tombale. Avec de petites mains incertaines, il toucha les lettres gravées dans le marbre, comme s'il pouvait sentir quelque chose au-delà de la pierre froide. Et puis, s'appuyant sur la pierre tombale, François se leva seul pour la première fois.
Mon Dieu, murmura Rose derrière eux, il est debout. Pour la première fois, il est debout. Il y avait de l'émerveillement dans sa voix, comme s'ils assistaient à un miracle. Antoine, ne voulant pas être en reste de son frère, demanda aussi à descendre. Et à la surprise de tous, il rampa également jusqu'à la pierre tombale et se leva, se tenant à côté de François. Les deux bébés restèrent là, balançant légèrement mais fermes, regardant les lettres gravées, comme s'ils pouvaient lire le nom de leur mère. Auguste sanglota ouvertement maintenant, sans honte de ses larmes. « Tu as vu ça, Marianne ? Ils ont fait leur premier pas ici près de toi, comme s'ils savaient qu'aujourd'hui était spécial, qu'ils devaient montrer qu'ils grandissaient fort. Il tendit les bras et les deux garçons titubèrent vers leur père, faisant 3-4 pas tremblants avant de tomber dans ses bras. « Papa !» dit François clairement, et le monde s'arrêta. C'était son premier mot, prononcé là, en ce moment sacré. « Papa !» répéta Antoine, et Auguste les étreignit si fort qu'il craignit de les blesser. « Oui, mes amours, je suis votre papa, et je serai le meilleur père que je pourrai être tous les jours pour le reste de ma vie. » Il regarda de nouveau la pierre tombale. « Merci, Marianne. Pour eux, pour nous, pour tout. Tu n'es pas morte, tu as juste changé de forme. Maintenant tu vis à travers ces deux miracles que tu m'as laissés. » Ils restèrent là une demi-heure de plus, Auguste racontant des histoires sur Marianne à ses fils, qui ne comprenaient pas les mots, mais sentaient l'amour dans sa voix. Il raconta comment ils s'étaient rencontrés lors d'un bal à Lyon, sur la demande en mariage sous les étoiles, sur les projets qu'ils avaient pour l'avenir, et pour la première fois, il réussit à se souvenir sans que la douleur n'occulte complètement la joie. Quand ils revinrent enfin au manoir, le soleil avait recommencé à briller après la courte pluie. Auguste emmena les garçons dans la chambre qui avait été celle de Marianne, la chambre qu'il laissait maintenant ouverte, avec des fleurs fraîches toujours sur la table de chevet. Il s'assit dans le fauteuil où elle lisait habituellement et ouvrit la deuxième lettre qu'elle avait laissée. Pour François et Antoine, 2e année de vie. Il lut à voix haute pendant que les bébés jouaient sur le tapis à ses pieds. « Mes amours, si votre père lit cette lettre, cela signifie que vous avez survécu à votre première année et qu'il a appris à vous aimer comme vous le méritez. Je suis fier de lui où que je sois, et je suis fier de vous d'avoir attendu patiemment que son cœur guérisse. Cette année apporte de nouveaux défis. Vous allez commencer à marcher, à parler, à explorer le monde. Votre père sera nerveux. Il voudra vous protéger de tout, mais laissez-le apprendre que l'amour signifie aussi vous permettre de tomber et de vous relever seul. Soyez patient avec votre papa. Il fait de son mieux et c'est tout ce qui compte. » Auguste ferma la lettre, souriant à travers ses larmes. Même absente, Marianne continuait de les guider, les préparant à chaque étape de la vie. Il regarda ses fils qui se levaient maintenant seuls, marchaient en titubant, disaient leurs premiers mots. Ils n'avaient plus les pleurs désespérés des premiers mois. Maintenant, c'étaient des bébés heureux, en bonne santé, aimés. « Catherine » appela-t-il et elle apparut à la porte. « Je veux que vous sachiez que vous aurez toujours une place dans cette famille, non pas comme employée, mais comme marraine de ces garçons. Vous les avez sauvés quand j'étais trop perdu pour le faire seul. Ils ont besoin de vous autant qu'ils ont besoin de moi. » Catherine sourit, ce sourire tranquille qu'elle avait appris à donner, quand elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. « Ce serait un honneur, monsieur Auguste, un honneur de voir ces garçons grandir en sachant qu'ils ont été aimés, qu'ils ont été désirés, qu'ils ont de la valeur dans ce monde. » Cette nuit-là, pour la première fois en 1 an, Auguste dormit profondément. Il ne fit pas de cauchemar sur Marianne mourant. Il ne se réveilla pas en panique, pensant qu'il avait échoué avec ses enfants. Il rêva de l'avenir, de François et Antoine grandissant fort, de fêtes d'anniversaire, des premiers jours d'école, de conversations autour de la table du dîner. Il rêva d'une vie qui aurait pu être détruite par la culpabilité et la douleur, mais qui fut sauvée par l'amour, le pardon et les secondes chances. Le domaine Sainte-Thérèse continuerait à produire du blé.
Les saisons continueraient de changer, le temps continuerait de passer, mais maintenant quelque chose de nouveau naissait là, une famille reconstruite, plus forte d'avoir été brisée et réparée. Une famille qui comprenait que l'amour n'est pas la perfection, mais la persévérance, que ce n'est pas ne jamais échouer, mais toujours se relever après la chute. Et quelque part, au-delà du voile qui sépare ce monde du prochain, une femme souriait, sachant que son dernier cadeau, ces lettres écrites de main tremblante alors qu'elle sentait la vie grandir en elle, avait rempli son but. Elle n'était plus là pour embrasser ses enfants, mais son amour restait éternel et transformateur, guidant une famille à travers l'obscurité jusqu'à la lumière. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière spéciale, nous aimerions beaucoup vous entendre. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez maintenant, que ce soit de France, de Belgique ou de tout autre endroit du monde où ce message est parvenu. Dites-nous ce que vous avez appris du parcours du baron Auguste. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous eu besoin de vous pardonner ou d'apprendre à aimer de nouveau après une perte? Abonnez-vous à la chaîne Les Secrets Oubliés et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires qui révèlent des vérités oubliées sur l'amour, le pardon et les nouveaux départs. Votre histoire compte aussi et nous serions ravis de l'entendre. À la prochaine aventure ensemble. Ouais.